Merci à tous et merci donc à Anne Cotten, puisque viennent d'être évoquées quelques grandes questions que nous retraiterons, qui seront retraitées en réalité, réexaminées tout au long de ce congrès. Nous allons maintenant évoquer dans cette seconde partie de cette grande conférence les questions d'accès aux soins, et je laisse le professeur Jean-François Méder introduire, ou en tout cas nous fixer le cadre de notre discussion. Je vous présenterai ensuite nos invités et nous rentrerons dans le vif du sujet. Merci Jean-François Méder. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup aux orateurs qui ont parfaitement répondu, entre guillemets, au cahier des charges, et bien illustré l'imagerie juste. Alors l'imagerie juste, c'est le thème qui a été retenu pour ces JFR 2018. Ça aurait pu être le thème de l'année dernière, mais ça sera le thème de l'année prochaine, parce que la discipline, et ce n'est pas mes amis qui vont me contredire, s'engage dans la voie de la pertinence, de l'amélioration des pratiques, de la qualité, que ce soit avec la DGOS, que ce soit avec la DGS. Je pense que Michel, tu en parleras. Donc l'imagerie juste, ça sera le thème aussi des années prochaines. Qui dit imagerie juste pourrait laisser supposer qu'il y a une injustice, ou du moins une inégalité, en particulier dans l'accès aux soins. Et c'est un petit peu de ce sujet, que j'aimerais que l'on discute au cours de la table ronde. Inégalité d'accès, si vous êtes d'accord, on pourrait envisager qu'il y a 3 niveaux dans l'inégalité. Il y a une première explication qui pourrait être d'ordre technique. Vous allez visiter cette belle exposition. On va vous montrer des appareils extrêmement récents, extrêmement puissants, extrêmement pertinents. Le plus cher n'est pas forcément le meilleur. En revanche, on se rend compte que le hard, le dur de l'appareil, n'évolue pas beaucoup. En revanche, ce qui évolue beaucoup, ce sont les logiciels, le soft. Et est-ce que notre politique de renouvellement du matériel, qui tient compte, non pas de façon quasi exclusive, mais de façon préférentielle, de l'amortissement des appareils, est-ce que cette politique est la bonne? Parce que est-ce qu'on a le droit de proposer à nos patients des appareils de qualité extrêmement diverses? C'est une des premières questions que je vous poserai. Une deuxième raison d'inégalité pourrait être organisationnelle. On assiste, et c'est une très belle chose, à un regroupement des structures, qu'il s'agisse de regroupement de structures libérales, qu'il s'agisse de regroupement de structures publiques. C'est extrêmement utile parce qu'on peut regrouper des appareils, on peut regrouper des compétences, on a des avis experts plus faciles, on évite les doublons. Enfin, tout ceci est extrêmement intéressant. Mais qui dit regroupement dit aussi imagerie de proximité. Et lorsqu'on parle d'imagerie de proximité, moi j'entends parler aussi d'imagerie, entre guillemets, simple. Et je me demande si la sous-dotation de ces zones, de ces appareils, de ces zones, pardon, de ces services ou structures de proximité, si la sous-dotation ne peut pas être à l'origine aussi d'une inégalité. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Et la troisième niveau, peut-être d'inégalité, il est plutôt d'ordre sociétal. Et je remercie beaucoup mon ami Alain Mercuel d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors je présente Alain. Alain est un ami de longue date, il est psychiatre, il est président de notre CME, et on a beaucoup parlé ensemble, et il s'occupe des patients exclus. Tu en parleras beaucoup mieux que moi. Et au fil des années, pour en avoir discuté avec toi, j'ai eu l'impression que cette patientèle ou cette population exclue, elle a évolué. Elle a évolué en nombre, elle a évolué en qualité, elle entraîne aussi des difficultés de dépistage qui ne sont pas neutres. Et tu m'as dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit ces patients exclus refusent la maladie et refusent l'accès aux soins. Donc j'aimerais te poser la question suivante. Y a-t-il une évolution de cette population? Y a-t-on à craindre de cette évolution? Et voilà en quelques mots comment nous pourrions, si vous voulez, débattre maintenant. Mais il y a peut-être d'autres questions qui vont émerger. Oui, d'autres questions probablement avec nos invités, mais dans le fond, on pourrait également, à la suite de ce que nous invite à faire Jean-François Méder, trouver peut-être deux parties à ce débat rapide que nous aurons. Mais je me posais la question d'abord, président de la CME2, de notre hôpital. De quel hôpital? Alain Mercuel. Jean-François Méder, visiblement, le sait. Sainte-Anne, voilà, Sainte-Anne, un grand hôpital. Et donc, dans le fond, reconnaissons un grand hôpital au centre de Paris, mais un hôpital
peut-être avec ses spécificités, ses qualités et ses spécificités, ce dont vous traiterez. On s'est posé la question de manière assez, pour répondre dans cette première demande à ce que vous, au questionnement de Jean-François Médère, on est dans une discipline médicale, la médecine d'une manière générale, est-ce qu'elle prend conscience, je le formule d'une manière différente, hein, mais est-ce qu'elle prend conscience également des nouveaux enjeux d'humanité, d'équité, de partage? Est-ce que c'est des questions qui doivent se poser ici et maintenant, Madame Mercuen? Merci de me donner parole dans votre assemblée. On a quand même beaucoup de points communs en ce qui concerne la transparence. Et donc il faut trouver des itinéraires bis pour trouver des diagnostics et proposer des traitements. Et je pense qu'entre la psychiatrie et l'imagerie, il y a beaucoup de choses en commun. Alors pour répondre directement à l'évolution du public dont je m'occupe et certains autres collègues aussi, nous sommes 3 sur Paris, vous voyez, c'est peu par rapport aux 50 SDF qu'il y a dans Paris, comme vous avez pu remarquer. Et on a essayé, on s'est rencontrés tout récemment, on a essayé de tirer un petit bilan sur ce que pouvait être l'évolution de cette prise en charge. Bon, quand même 9 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en France, hein, c'est pas rien, dont 3 millions d'enfants. 140 000 personnes vivent à la rue selon la police. Selon les manifestants, il y en a un peu plus. Voilà. Pour vous donner une idée, toutes les nuits, en Île-de-France, nous hébergeons, quels que soient les dispositifs, près de 100 000 personnes. Toutes les nuits. Donc je doute qu'il n'y ait que 40 000 personnes dans les autres régions en France. Et vient se rajouter la cerise sur le bateau, c'est 200 000 migrants accueillis par an. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un topo scientifique sur l'augmentation de la mortalité, de la morbidité, etc., le déclenchement, l'aggravation. Enfin, on peut prendre simple exemple de la tuberculose. On voit bien que, voilà, maintenant, si on arrive à éradiquer l'hépatite C, la tuberculose, on est loin, puisqu'elle est devenue même résistante et on est dans une situation qui est proche de New York à Paris. Donc, il faut faire attention à qui on parle. Alors, la population, elle est difficilement accessible. Difficilement accessible parce qu'effectivement, elle est en non-demande. Et puis, elle est débordée par la complexité des dispositifs, des circuits. Pour vous donner une idée, 85% des ayants droit à une aide complémentaire de santé ne la sollicitent pas. Donc il y a quand même un problème d'accompagnement aux aides. Et donc comment pourrait-on dire, ça ne suffit pas de créer des dispositifs, il faut aussi aider les personnes à y accéder. 15% des majeurs renoncent aux soins pour des raisons financières. Et parmi ces renoncements, 50% concernent des soins dentaires. Quand on voit ce que ça peut donner sur des maladies de Osler, etc. Enfin bon. Les malades mentaux, 13 ans d'espérance de vie en moins. Parce qu'ils meurent moins de leur pathologie mentale et ils meurent plus maintenant de leur syndrome métabolique, de complications, de non-prise en charge par la médecine générale d'une façon générale et des examens complémentaires. On a fait une enquête sur tout le GHT de Paris psychiatrie, 4000 dossiers en 2017, 8% de ces 4000 personnes sont sans abri ou bénéficient d'un dispositif d'hébergement à la nuit, et 7% vivent dans des conditions de logement précaires, inadéquates, saturnisme, etc. Donc vous voyez un constat, bon c'est difficile de faire pleurer un radiologue, hein, mais je ne suis pas là pour ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même dans
le mot juste, peut-être y a-t-il un juste public aussi à viser, et donc ça élève les questions d'éthique. Faut-il des dispositifs pointus pour moins de monde ou des dispositifs moins pointus pour un plus grand nombre? Oui, ça s'appelle aussi la justice sociale, Alain Mercuel. Tout à fait, tout à fait. Ça Donc, doit être... ça dépend pas que de nous. Non, ça ne dépend pas que de vous, mais aussi de vous, finalement, Aussi. également. Enfin, de vous en tant que médecin et en tant que citoyen. Un commentaire, Jean-François Médère? On passe peut-être à nos amis invités. Je ne sais pas, Alain, si c'est difficile de faire pleurer un radiologue, mais on peut au moins le sensibiliser. Je te remercie de tes... Le radiologue a un cerveau et un cœur, vous nous le confirmez aujourd'hui? Surtout un cœur. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Zéna Briette, Antoine Perrin, par exemple, des commentaires sur ces sujets. Vous êtes la déléguée générale, nouvelle déléguée générale. Ce n'est pas tout à fait votre première sortie, Zéna Briette, mais de la Fédération hospitalière de France. On est heureux de vous accueillir. Une réaction à ces questions-là, et peut-être pour aller vite, parce que nous avons finalement peu de temps, est-ce que les mesures qui ont été prises, et les questions sont valables pour nos autres amis, les mesures récentes qui sont annoncées, peut-être pas prises encore, enfin vous nous le direz, mais en tout cas annoncées, est-ce qu'elles prennent en compte ces remarques d'Alain Mercuel? C'est la Briette. Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir invité. Et puis bon, ça fait quand même quelques mois maintenant que je suis déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Alors tout d'abord pour rebondir sur l'accès aux soins d'une manière globale et sur la question que vous avez évoquée en termes d'inégalité d'accès, j'aimerais moi plus précisément parler d'inéquité. D'inéquité sur 3 points, en matière d'accès géographique, en matière d'accès horaire et puis en matière d'accès financier. Force est de constater que nous avons des grandes disparités en matière d'accès aux soins et que ça, c'est vraiment intolérable pour nos concitoyens. Inéquité géographique. Inéquité géographique car nous avons des répartitions très inégalitaires de médecins sur les territoires. Existence de véritables déserts médicaux, hein, et vous avez vu que les médias s'en sont emparés, avec des écarts de densité de médecins généralistes libéraux qui vont du simple au double, et en ce qui concerne les spécialités de 1 à 8. Inéquité en matière d'horaire. De nombreux territoires n'ont que des établissements publics pour assurer la permanence des soins et la prise en charge des soins non programmés. Et puis nous savons aussi que la permanence des soins ambulatoires est fragilisée hein, sur certains territoires et parfois inexistante. Et ceci pour différentes raisons. Il ne s'agit surtout pas de blâmer ceux qui l'exercent et qui l'exercent difficilement, et notamment les partenaires de ville. Enfin, inéquité financière, et vous l'avez dit, en abordant le caractère social des populations. Et permettez-moi de vous citer quelques chiffres. Hein, selon un sondage du Secours populaire de Ipsos datant de 2016, 36% des Français rencontrent des difficultés financières pour payer certains actes médicaux. En raison de leur coût, 25% des Français ont renoncé ou retardé une consultation chez un médecin spécialiste. En raison encore de leur coût, 15% des Français ont retardé ou renoncé à faire des radiologies ou des analyses de laboratoire. Et enfin, 68% des Français considèrent que les inégalités en matière d'accès à la santé se sont creusées ces dernières années. Donc vous évoquiez la question de justice sociale et effectivement la question du juste public. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense? Et après, on verra dans un deuxième temps qu'est-ce qu'on fait quand on est en responsabilité comme vous, par exemple, face à ces chiffres. Eh bien, ce que l'on pense, c'est que nous avons besoin d'un triptyque tel que le suivant. Tout d'abord, le maillage territorial, il est incontournable. Avoir une stratégie par les territoires. Ensuite, la continuité et la permanence des soins et la prise en charge des soins non programmés. Nous devons le garantir. Et puis enfin, limiter le reste à charge. Puisque vous le voyez, vous l'avez évoqué, et là, il faut absolument le limiter pour les patients. Vous voyez, un triptyque. D'accord. Antoine Perrin, un commentaire. Vous êtes le directeur général, vous êtes médecin d'ailleurs, et directeur général de la FEAP, c'est-à-dire la seconde grande fédération privée à but non lucratif, enfin seconde, pas nécessairement en qualité, je vois que notre ami Malraux fait des gros yeux. Non, je voulais dire en réalité que vous aviez en tout cas une grande originalité dans votre organisation, puisque vous avez des grands établissements, des établissements sociaux, etc., et que vous êtes à but non lucratif, mais privé. Enfin, vous allez nous expliquer ça. Votre commentaire en tout cas. Oui, alors le complément aussi pour la présentation, c'est que nous on couvre tout le spectre de la santé, y compris le handicap et les personnes âgées,
Alors le public aussi couvre les personnes âgées, mais nous, on a le handicap, ce qui nous donne un regard encore plus complet. Et quand on parle d'inégalité, il y a effectivement les populations précaires. Il y a les personnes âgées polypathologiques dépendantes qui sont vraiment un sujet majeur aujourd'hui, et il y a les personnes handicapées qui ont par essence renoncé à certains soins. Et ça, on a un constat terrible. Elles renoncent à certains soins parce que les soins sont inaccessibles. Je prends 2 exemples assez fréquemment. C'est celui de l'autiste, une personne qui présente des troubles du spectre de l'autisme. Cette personne, d'abord, en elle-même, elle a du mal à formuler sa souffrance, et c'est souvent des gestes incontrôlés, des gestes violents, y compris vis-à-vis d'elle-même. Donc elle a du mal à formuler, mais en plus son entourage a du mal à comprendre. L'accès aux soins d'une personne autiste, surtout lorsqu'elle souffre et qu'elle a du mal, dans un service d'urgence, pour elle c'est catastrophique, pour ses proches c'est catastrophique, pour les personnels des services d'urgence dans lesquels elle arrive, c'est catastrophique. Et on n'arrive pas à les soigner. Une femme adulte qui souhaite avoir une consultation ou une prise en charge en gynécologie, c'est compliqué. Donc cet accès aux soins des personnes handicapées, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que demain... Alors, je regarde souvent mon parcours. Effectivement, je suis chirurgien, j'ai travaillé longtemps en hôpital public. Je me souviens avec beaucoup de regrets de ma pratique au début. Dans mes activités, j'avais été formé comme ça. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Je n'avais pas été formé à l'attention à la personne. Et ma préoccupation, c'était d'organiser autour de moi. Et c'était assez logique à l'époque, c'était assez normal. Ce n'était pas un sujet, on organisait autour des médecins. Et en toute bonne foi, je l'ai fait. Et en toute bonne foi, je considérais que la qualité de l'activité, c'était lié à la qualité de mon acte opératoire. Point. Les choses ont bien changé. Maintenant, on est dans une logique autour de l'usager, de coordination des professionnels. Est-ce que c'est vraiment profond? C'est une mode? C'est une réalité? C'est bien ancré, à votre avis? Alors, à la fois, d'ailleurs, chez les médecins, j'interroge aussi Jean-François Médère sur ce point, à la fois chez les médecins, mais aussi dans les institutions publiques et parapubliques, dans les syndicats. C'est un mouvement... J'interpelle M. Masson. Oui, c'est un mouvement qui a démarré il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, qui est un mouvement qui ne s'arrêtera pas, qui n'est pas abouti, mais qui est un mouvement très fort. Regardez toutes les lois fondatrices de la santé depuis 30 ans. Toutes les lois abordent le sujet de l'usager, de sa représentation et de sa place. Donc maintenant, ce mouvement, on n'ira pas contre, et tant mieux. Mais à nous, les professionnels, de nous coordonner. À une époque, enfin, quand j'ai démarré, c'était, alors on est là pour parler d'organisation aussi, c'était, on revendiquait, nous, les acteurs, le libre choix pour les patients. Mais le libre choix, sous-entendu, quand il y a ça chez le voisin, il faut qu'il y ait ça chez moi. Et donc on multiplie les offres. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On nous demande, et le plan Ma Santé 2022 le dit, clairement, c'est on démarre de la proximité avec une logique usagée, il faut qu'il y ait une coordination à la proximité. C'est bien sûr a priori les libéraux, mais s'il n'y a pas des libéraux, c'est des salariés. On n'est plus sur une question de multiplication des statuts, c'est la logique métier qui compte, métier vis-à-vis de l'usager, que ce soit en proximité. Il y a effectivement des problèmes de maillage, il y a effectivement des déserts. Donc c'est cette logique-là qui va primer, que ce soit en proximité ou en recours. Ce ne sera plus le statut qui comptera, ce sera le service rendu, quel que soit son statut. Je voudrais vous d'abord faire une remarque et vous poser une question à tous. La remarque, c'est que vous parlez de handicap mentaux, mais il faut également parler de handicap physique. J'ai parlé des polyhandicapés. Oui, c'est ça. La femme polyhandicapée, oui, bien sûr. Mais ici, les personnes handicapées physiques interpellent souvent les radiologues. Ils sont assez présents, notamment, évidemment, par l'intermédiaire de leurs grandes associations. Je voulais vous poser à tous une question. Qu'est-ce que c'est qu'une politique, puisqu'on va parler un peu de politique aussi, qu'est-ce que c'est qu'une politique populationnelle? Ça veut dire quoi? Alors allez-y. Et puis après, Michel Ballereau, peut-être. Que veut dire une politique populationnelle? Ça veut dire qu'on essaye d'approcher les populations au plus près de leurs besoins en matière de santé. Ça veut dire également que ça renvoie à la place de chacun des acteurs de santé pour répondre à ses besoins au plus près de la population. Ça renvoie aussi à l'idée que sur un territoire, comment faisons-nous pour maintenir une population en bonne santé et comment faisons-nous pour qu'elle ne tombe pas malade? Donc à la fois, ça renvoie au premier recours, à la prévention et au parcours. Prenons le cas, alors la Fédération hospitalière de France a lancé une expérimentation sur 5 territoires, qui sera accompagné d'ailleurs dans le cadre de l'appel à projet qui a été lancé.
et travaille sur 2 pathologies particulièrement, l'insuffisance cardiaque et les diabètes. Et l'idée, autour de ces 2 pathologies, en fonction de populations bien ciblées, de définir des programmes cliniques intégratifs auxquels participent tous les acteurs, qu'il s'agisse des spécialistes de ville, des médecins généralistes ou encore des hospitaliers. Et c'est là le changement fondamental, c'est-à-dire que le message doit être ciblé et adressé aux populations. Et selon les territoires, les problématiques des populations en santé ne sont pas les mêmes, et les réponses ne seront pas les mêmes. Et qu'est-ce qu'on adresse comme indication aux professionnels de santé? Michel Balleroux, vous êtes le délégué général de l'autre grande fédération, la Fédération de l'hospitalisation privée. Quelles sont les demandes, droits et devoirs, vous savez, que l'on demande également aux professionnels de santé, selon vous, pour régler ces questions d'équité et d'accès aux soins? D'accord, je vais essayer de répondre à tous les sujets. Je ne sais pas si dans les 4 fédérations, la 4e étant Unicancer, il y a un ordre, il y a 4 fédérations hospitalières, et pour vous ayez le décodeur. J'ai reçu un message de la déléguée générale de la fédération d'Unicancer qui a demandé à Antoine Perrin, notamment, d'être son interprète. Voilà, donc, qui s'excuse auprès de vous. Pascal Flamand. D'une façon générale, que vous ayez le décodeur, on se téléphone et on travaille très souvent ensemble. Deuxième sujet, la FHP est un peu particulière dans le sujet, puisqu'en fait, il n'y a pas de radiologue qui adhère à la FHP. Les radiologues, comme les radiothérapeutes, sont non adhérents à la FHP, contrairement à ce qui se passe dans les autres fédérations. Une fois que j'ai dit ça, je crois que ça revient un peu au même, parce qu'on travaille en permanence ensemble. Je voulais juste aller vers 3 points, puisqu'il y a plein de choses ont été exprimées. Je vais partir, juste un dernier point, quand on parle de l'accès aux soins d'urgence, que ce soit d'urgence publique ou privée, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, il n'y a pas de reste à charge particulier. Voilà, ça c'est pour donner un tableau extrêmement général et rapide. Je vais aborder 3 points. Je vais partir du discours du président de la République, en passant par un mot auquel tient la ministre, et en arrivant sur quelque chose qui force le respect, c'est le travail que vous avez mené ensemble, dont Jean-François Médère parlait, notamment avec la DGS, mais pas que. Le premier sujet, c'est la proximité. L'excellence, elle est vraie partout. Il est vrai aussi en proximité, et ce n'est pas le même métier d'être apte à trouver ce qu'il y a de grave quand un malade arrive et il n'arrive pas avec le diagnostic, il arrive avec sa famille, il arrive avec tout le contexte, et puis quand on est à l'autre bout en expertise technique. Les 2 demandent l'excellence, ce n'est pas exactement la même. Dans le milieu de l'aéronautique, un pilote d'avion n'est pas ipso facto pilote du LM. Il passe sa licence, je vous rassure, ça va très vite. Le deuxième sujet, j'ai 2 points que je vais prendre dans le discours du président de la République, c'est qu'il n'existe pas d'exercice isolé. C'est valable partout. Ce n'était pas vrai il y a 40 ans et ce n'est pas plus vrai maintenant. On ne peut pas travailler tout seul. On a besoin, pour poser des diagnostics, aller vers des thérapeutiques, d'avoir des cliniciens, qui se ressentent sur leur métier, d'avoir des imageurs et d'avoir des biologistes. C'est l'ensemble qui permet d'approcher le diagnostic. Ça arrive sur toute une organisation derrière, et notamment en ambulatoire. Le troisième sujet et le quatrième vont aller de pair. C'est un mot qui est important, c'est l'Europe. Vous avez des travaux qui sont en permanence internationaux. Vous n'imaginez pas scientifiquement que vous allez travailler juste au niveau français. Il nous revient à tous, les fédérations, bien sûr, ceux qui vous permettent d'exercer, mais également au niveau politique, de travailler en permanence au niveau européen. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le dernier mot qui va avec, et ça fera la transition sur le dernier point, c'est le mot de pertinence. La ministre exprime extrêmement souvent la notion de pertinence des soins, ce qui ne veut pas dire moins de soins. Ça veut dire effectivement pas de doublons, ça veut aussi dire pas de soins inutiles, ça veut aussi dire faire les soins les plus pointus quand c'est nécessaire. Elle insiste très souvent sur ce sujet. J'arrive au dernier point, et qui est, je
j'ai presque Michel. fini. La santé se construit avec les professionnels. Il se trouve que dans le cadre européen, avec cette idée qu'elle se construit avec les professionnels et des professionnels qui sont considérés par tout le monde et qui se considèrent eux-mêmes, donc qui vont de l'avant. Vous avez autour d'une table de réunion qui s'appelle l'AFNOR, mais ce n'est pas le point principal, depuis 2 ans, contribué à travailler sur un référentiel sous l'égide de la SFR, mais avec les radiologues libéraux, dans le cadre du G4, pour être court, même si c'est sous l'égide de la SFR, et avec la DGS. Ce qui est essentiel, c'est la qualité médicale, mais dans un cadre ouvert. Les indicateurs, c'est très bien. Il est essentiel, absolument essentiel, de connaître la vie des patients, la façon dont ils le perçoivent. Une fois qu'on a dit ça, nous devons, et c'est la partie de l'accès aux soins, dès que quand je dis nous, alors là, comme patient, dès qu'on va quelque part, être sûr de la qualité qu'il y a derrière, la qualité de la prise en charge. Un certain nombre d'entre vous ont pris le train ou l'avion, il vous arrive rarement, je pense, de demander si le conducteur du train est qualifié ou le pilote de l'avion qualifié. La qualité est garantie. Nous devons la même chose à nos concitoyens. Et ce qui a fait la force du travail que vous avez mené, c'est qu'il ne se réduit pas à des indicateurs qui sont nécessaires, mais qui ont toujours une petite connotation négative, mais qu'ils travaillent sur la pertinence des soins, sur les locaux dans lesquels vous êtes, qui travaillent sur le management, qui rejoint cette notion qu'on voit d'ailleurs avec la chaise, qui est la confiance que l'on peut accorder à l'équipe qui fait l'imagerie. Est-ce que ça veut dire... Pardon, allez-y. En 15 secondes, confiance, ça veut dire accorder du crédit. Et en gros, en langue française, ça s'appelle accréditer. Après, la question, c'est comment. Et c'est à ce prix, dans le fond, qu'on peut arriver à également faire en sorte que tous les acteurs professionnels participent à l'accès aux soins. Quel est, Michel Ballereau, le terme qui vous a paru le plus important dans les annonces du président de la République? Je vous pose cette question parce que c'est très... Vous voyez, les choses avancent. C'est la FHP qui fait l'exégèse du discours de la ministre de la Santé. Donc ça m'a beaucoup intéressé. C'est nouveau, ça, quand même. Donc allez-y. Quel est le maître mot de ce qui a été annoncé, Michel Ballereau, à votre avis? Synergie. Antoine Perrin disait vous demandez, tous ensemble, pas de statut. Ça vous a plu ou pas? Ça, c'est absolument essentiel. Les malades font confiance au système de santé, mais que ce soit privé ou public n'est pas leur souci. Leur souci, c'est que quand ils franchissent la porte, ils sont bien pris en charge avec considération par des professionnels qui sont à l'aise dans leur travail. Après, on sait qu'il y a parfois des questions de dépassement d'honoraires à certains endroits. Il n'y a pas que dans le privé. Je pense que le point le plus important, pas préparé de réponse, mais c'est pas d'exercice isolé. Oui. Ça, c'est crucial où que l'on soit. Alors, docteur Masson, sans transition, tout est sur la table quasiment. Comment les radiologues veulent-ils bien participer? À quel titre? Comment? À quelles conditions? À cette amélioration, enfin, en tout cas, à masquer un peu, à corriger le tableau qui nous a été fait à la fois par Alain Mercuel, mais il faut dire également par la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Ce n'était pas très réjouissant, la situation. D'abord, les radiologues, ça a été un petit peu dit par plusieurs personnes, sont au centre de la démarche diagnostique. Bon, je suis désolé, ça ne fait pas plaisir à certains, mais il ne peut pas y avoir de diagnostic sans des imageries, d'ailleurs sans biologie non plus. Donc c'est vous qui tenez. On est assez parallèle là-dedans. Ce que je souhaite rappeler aussi, c'est que j'ai entendu parler de reste à charge, de refus, pas d'accès aux soins pour des raisons financières. Il ne faut pas oublier que 90% des radiologues, 86 exactement, sont en secteur 1 et donc ne font pas de dépassement d'honoraires. Michel Ballereau l'a rappelé, pour les urgences, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, c'est tout en secteur 1. Un des problèmes de l'accès aux soins, c'est les délais de rendez-vous. Et ça, c'est un vrai problème. J'entendais, là, on parlait des délais de rendez-vous qui étaient 21 jours pour certaines professions, enfin certains actes, certains radiologues. Il ne faut pas oublier qu'en IAM, c'est 34 jours. Ça, c'est un vrai problème d'accès aux soins.
Alors, les radiologues, ils sont parfaitement conscients de ça. Ils ont aussi écouté le discours du président de la République. Nous, on a retenu le terme innovation. Et la radiologie est une spécialité, une discipline en pleine innovation en permanence. Et ce que disait Jean-François Médère, c'était que notre problème, c'était qu'on avait de plus en plus de difficultés, compte tenu des baisses tarifaires depuis une dizaine d'années, à pouvoir offrir à nos patients les toutes dernières innovations. Et c'est pour ça qu'on y a réfléchi, on essaie toujours d'avancer, que ce soit dans la qualité ou autre. Et là, on a lancé, avec Jean-François, avec Franck et Jean-Michel Bartoli, c'est-à-dire avec le G4, on a lancé la création d'un outil d'intelligence artificielle pour la radiologie qui est créé là, au moment des JFR, ça s'appelait, c'est un nom qui est beau, c'est Dream IA France. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux radiologues des outils gratuitement qu'ils n'auraient pas pu s'offrir s'ils avaient voulu l'acheter auprès des industriels. Est-ce que... Juste un mot, mon cher Pascal. C'est quelque chose qui est important parce que je fais partie du groupe ACR, l'American College d'intelligence artificielle, et lors de notre dernière conférence téléphonique, un des soucis des Américains, c'est comment est-ce que les patients pourront bénéficier de ces outils, compte tenu du coût que ça représente. Nous, on a dit, il n'y aura pas de coût. Pour les radiologues et les centres hospitaliers qui participeront à la création de cette base de données, eh bien, les industriels offriront gratuitement les outils. Dans le petit jeu questions-réponses, fin de la course à l'activité pour mieux prendre en charge les malades, ça vous convient ? Il n'y a jamais eu vraiment de course à l'activité. Il y a un problème générationnel, un problème de démographie qui fait que la population française vieillit et que plus on vieillit, plus on a besoin d'examens. Donc moi je veux bien qu'on arrête la course à l'activité, mais il faut expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire certains examens, et c'est toute l'importance de l'action sur la pertinence qu'on a engagée avec la CNAM. Je pense qu'on est quand même encore dans notre sujet d'accès aux soins. Je me tourne vers vous, Franck Bougden. J'ai été très frappé par, dans votre très excellent rapport ou revue que j'ai lu, évidemment avec beaucoup d'attention, notamment pour préparer ce débat. J'ai été frappé par le fait que les radiologues vieillissent vite. L'âge moyen, je crois qu'on est quand même également dans notre sujet, hein, l'âge moyen a augmenté de 5 ans entre 1990 et 2010. C'est impressionnant, ça. Oui, alors vous parlez du cahier de doléances, sûrement. Pardon ? Vous parlez du cahier de doléances que nous avons publié à l'occasion des Journées françaises de radiologie. Je lis toujours ceux de Jean-Philippe Masson, donc j'ai également lu le vôtre. Et donc il va être largement diffusé. Donc il est une émanation du travail de notre conseil d'administration de SRH. Accès aux soins. Alors pour l'accès aux soins, je voulais juste revenir sur la partie initiale du débat quand même qui concernait cette population fragile qui existe en France, qui est beaucoup plus importante que l'impression qu'on en a souvent. Cette population fragile, souvent l'hôpital public, c'est son refuge. Et ce que je veux dire au nom des radiologues hospitaliers, c'est qu'aujourd'hui, près de 50% des postes de radiologues hospitaliers sont libres sur les territoires, et notamment dans les territoires déserts. Et c'est quelque chose qui est vraiment grave, parce que pour ces patients en particulier, c'est un vrai problème. Puisque souvent, comme le disait Jean-Philippe, l'accès au diagnostic passe par l'imagerie. Et puis, à partir de là, il y a aussi le problème de ces praticiens hospitaliers qui sont dans des conditions de travail difficiles. Malheureusement, je dois le dire ici, hier, on apprend le suicide d'un radiologue hospitalier à l'hôpital de Châteauroux qui avait fait un burn-out 6 mois avant. Je n'assisterai pas, mais on voit qu'effectivement, on est en face d'une situation qui est difficile pour les patients, et notamment les plus fragiles, mais difficile pour les soignants, et également notamment les praticiens hospitaliers. Je pense que c'est important de le faire savoir. Après, vous avez parlé effectivement d'accès aux soins. Juste délai, juste distance, juste tarif. Moi, je me rappelle, on avait rencontré la représentation nationale avec Alain Ramouni, aujourd'hui disparu, au niveau de la Commission des affaires sociales, et qui avait beaucoup insisté justement parce que pour que les urgences soient prises sans dépassement tarifaire, je suis très heureux de voir qu'effectivement, mais c'est une disposition réglementaire, quasi réglementaire. En tout cas, c'est quelque chose qui est une nécessité absolue, parce que si on veut répondre après aux besoins des patients, après, je dirais qu'effectivement, l'ensemble de ces dispositions est en cours de discussion, vous le savez très bien, à la DGOS dans le cadre du nouveau régime d'autorisation, et ça fait partie des choses qui ont été abordées sur l'accès aux soins, justement, délai, distance, tarif, et c'est des choses dont on va discuter et qui vont faire l'objet d'un texte réglementaire. Je prends une ou deux questions de la salle, si vous voulez, ou même 2 ou 3 questions, puisque nous avions un peu de retard dû à des impératifs techniques.
Nous allons continuer un petit peu. Si vous avez des questions à nous poser, non. Dites-moi, je suis un peu surpris. Alors, vous me faites signe. Hein. Oui, Jean-Paul Bérégy va nous... On va vous donner un micro, Jean-Paul Bérégy, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a un micro? Alors, vous allez peut-être... On va vous... Oui, alors, merci. Françoise, mademoiselle, madame. Merci, merci Franck Bouldet. Je suis un peu surpris parce que je vous posais dans le jeu questions-réponses quelques phrases sur le discours du président de la République, de sa ministre. Moi, je pensais que vous alliez parler de coordination. Je ne crois pas que vous ayez vraiment employé le terme, si. Pas plus ou moins. Enfin, oui, d'accord. Peut-être Michel Ballereau l'avait dit, mais... d'accord. Alors, Jean-Paul Bérégy pose la question. Oui, alors j'ai une question pour les 4 fédérations. Je pense qu'il y a urgence. Je rebondis sur les derniers propos. Vous dites urgence d'accès aux soins. Je vous rejoins tout à fait. Il y a des burn-out en radiologie. C'est un constat. Il n'y a pas assez d'équipements. C'est un constat. Il n'y a pas de plan en radiologie en France. On a un plan génétique, on a un plan cancer, on a un plan etc. Mais on est toujours considéré comme un examen complémentaire. Aujourd'hui, on n'est plus des examens complémentaires. On est dans la prise en charge initiale, on est dans le dépistage, etc. Il y a vraiment un défaut d'organisation au niveau des parcours, au niveau, etc., qui ne prend pas assez en question voilà, la place de la radiologie là-dessus. M'occupant de l'enseignement, on a besoin de dire aux jeunes, eh bien, comment est-ce que vous allez vous organiser? Aujourd'hui, on voit bien que s'installer tout seul, ils ne veulent plus. Donc on crée les équipes radiologiques, on crée le programme accréditation des médecins avec l'HS, en complément avec le travail fait, comme vous l'avez dit. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas, et donc il y a vraiment urgence pour nous à s'organiser, public-privé. On a créé les PIM, mais c'est difficile à mettre en place, etc. On n'a pas l'impression d'être aidé par les fédérations ou par le gouvernement là-dessus. Qu'est-ce que l'on pourrait faire de plus? C'est une interpellation, vous allez répondre. Et puis simplement, comme on n'est quand même pas très loin de la fin de notre débat, quelqu'un nous parlera aussi des hôpitaux de proximité, s'il vous plaît. Alors vous avez un micro, on va vous le donner. Madame. Alors on va vous redonner. Tenez, excuse-moi. Gardez le vôtre, Michel Balleroux. Voilà, allez-y. C'est bon, merci. Oui, tout à fait, pour vous dire que, au regard de la question que vous évoquez, peut-être trois éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense qu'il est temps de fédérer les acteurs, et notamment les radiologues, sur les territoires, autour de quelque chose qui serait le projet territorial de santé et qui reprend précisément quels sont les besoins, quels sont les trous dans la raquette, pour parler de façon triviale, et comment on y répond, et de façon coordonnée. Le deuxième point, c'est effectivement de structurer et d'articuler le travail entre les différents professionnels et notamment entre les différents radiologues. Aujourd'hui, il existe plusieurs outils juridiques. Vous avez évoqué le PIM, qui est, à mon sens, c'est celui qui offre le plus de souplesse aujourd'hui. Et je peux vous garantir qu'en ce qui concerne la Fédération hospitalière de France, nous portons cela, et nous portons cette ouverture avec les acteurs du privé, puisque chacun le sait, dans le domaine de l'imagerie, les acteurs et les intervenants exercent majoritairement dans le secteur privé et secteur privé libéral. Et puis, dernier point, pour donner du sens à ce travail en coopération, à ce travail en réponse aux besoins de la population, ça va passer également par la réduction des délais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et le développement des équipements. Mais pour pouvoir développer ces équipements, et dans le cadre d'un raisonnement par activité, il faut à la fois s'assurer qu'on maille bien le territoire, qu'il y ait une régulation qui est faite, et notamment par nos agences régionales de santé, qui est effectivement aussi une pertinence des actes, parce que qui dit multiplication des équipements nous fait craindre le fait de faire des actes pour rentabiliser ces équipements, et ça on peut le comprendre, qu'on soit dans le secteur privé ou public, et puis enfin qu'on arrive à garantir ensemble la permanence des soins. Et quelqu'un me parlera peut-être d'hôpitaux de proximité. Alors Antoine Perrin va en parler, j'imagine, et puis Michel Ballereau. Oui, je voudrais, avant d'en parler, bien sûr je vais en parler, mais ramener quand même une certaine réalité. Nous sommes le 3e pays au monde en termes de dépenses de santé. Donc, et notre démographie médicale, globalement, n'a jamais été aussi importante. Donc il faut quand même ramener ça à la réalité, qui est qu'il y a des trous dans la raquette, qui est qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès aux soins, et qu'en termes d'organisation, nous pouvons encore mieux faire. Donc là-dessus, ça nous ramène à notre propre responsabilité. Et si on est sur un territoire avec une population, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous qui auront des problèmes d'accès aux soins. On a parlé de 3 types de populations, il n'y a pas que, mais enfin, les personnes en situation précaire, vous avez insisté là-dessus, elles sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense
parce qu'elles ne parlent pas d'elles-mêmes, elles ne se manifestent pas, et elles sont souvent en souffrance silencieuse, les personnes en situation de handicap et les personnes polypathologiques âgées à domicile. Ces trois populations-là, ça doit être la cible préférentielle. Or, on a vraiment beaucoup de choses à faire en proximité, et effectivement, si j'insiste beaucoup sur le fait que ça n'est pas le statut qui va compter demain, il n'y aura pas, sous prétexte qu'il y a une offre publique, une offre privée à côté, ou inversement, si une offre publique ou privée a des trous dans son maillage, et ben ce sera avec les partenaires d'à côté qu'elles le feront. En l'occurrence, pour ce qui concerne les radiologues publics qui sont moins nombreux, et ben ça oblige les radiologues privés. Et donc sur le maillage territorial, sur la proximité, sur la permanence des soins, tous les professionnels sont obligés. Et s'ils ne le font pas, eh ben on le fera pour eux et ce sera un peu plus difficile. Alors les hôpitaux de proximité maintenant, le mot est lâché, le contenu n'y est pas encore. Bien évidemment, l'objectif clair est de se rapprocher de la proximité et d'éviter l'engorgement actuel des urgences hospitalières et de l'hospitalisation au sens global du terme. Bon, il faut reconnaître quand même au passage que la T2A a eu le gros avantage de dynamiser l'offre, mais l'inconvénient aussi d'amener une certaine course à l'acte et, il faut le reconnaître, je suis chirurgien, une certaine impertinence de certains actes. Globalement, il n'y en a probablement pas trop, mais il y en a certains qui sont forcément à recaler, et avec tout le matériel et tous les moyens dont on dispose, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Sur la proximité, effectivement, il faut qu'il y ait l'accueil. Un accueil, alors peut-être pas 24 heures sur 24, le président de la République a annoncé que sur la proximité, ce serait 20 heures, peut-être 22 heures, bon, on verra bien. Mais il faut qu'il y ait un accès aux non programmés, et qui implaque et responsabilise tous ces acteurs de programmés. Il faut qu'il y ait de la biologie, de l'imagerie, sans forcément radiologue et imageur, et ça ramène à l'interprétation à distance, l'intelligence artificielle, etc. Et ça, ça concerne la spécialité. Je ne rentrerai surtout pas dans les détails du sujet, je dirais des bêtises. Surtout à quelques secondes. Mais là-dessus, ça nous oblige tous. Ouais. La chirurgie en proximité, certains en ont parlé, le chirurgien que je suis est beaucoup plus réticent. Moi, ce que j'ai bien aimé, je vais vous dire une chose, c'est vous. Je ne sais pas si vos actes sont impertinents, mais vos propos l'étaient un peu. Et pour un journaliste, c'est une qualité. Michel Ballereau, et on terminera avec la conclusion de Alain Mercuel et Jean-François Médère. Merci. En quelques secondes. Parce que Une minute. Une minute. Premièrement, la radiologie n'est pas un examen complémentaire. Le clinique, imagerie et biologie sont un triptyque pour prendre en charge les malades. Point. Ça, je crois que c'est la réponse. Deuxième sujet, vous constituez une force d'avancée, de préparation de l'avenir. Ce n'est pas toutes les professions qui sont capables de monter en tenant compte des notions d'intelligence artificielle, en regardant par ailleurs la directive qui était transposée depuis sur les radiations ionisantes. On a entendu parler d'audit clinique tout à l'heure. Un système d'audit par les pairs, donc par vous-même, qui ne demande qu'à être mis en œuvre. Ça, c'est chapeau. Je ne suis pas dans les fonctions dans lesquelles je peux aller plus loin, mais je ne vois pas qu'on puisse construire la stratégie de transformation du système de santé sans prendre en compte toute la réflexion que vous avez eue. Enfin, vous avez remarqué que nous travaillons ensemble. Je pense que ça se sent jusque dans les propos. Nous sommes en ce moment les uns et les autres consultés par le Parlement pour l'approche, dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale, mais il y a prochainement les lois de santé qui vont être dans le courant du premier semestre, donc du premier trimestre 2019. Et bien, travaillons ensemble sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est ce que nos concitoyens attendent de nous, et je pense que nous sommes très largement capables de le réaliser. D'accord. Michel Ballereau fait remonter le moral. Franck Boukdel, je dois terminer. Juste un petit mot, puisqu'on parle d'hôpitaux de proximité, il faut parler des radiologues dans ces hôpitaux de proximité. Je pense que ce qui est essentiel, et on est aujourd'hui en train de parler de l'imagerie juste, c'est le thème de ces journées. Donc je pense que ce qui est essentiel de comprendre aussi, si on veut qu'il y ait des radiologues dans ces hôpitaux de proximité, il faut un juste traitement de ces radiologues en termes de rémunération et en termes de conditions de travail par rapport à la PDS. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puisque l'objectif, c'est les territoires, ce sont des territoires, puisque cette réforme, elle vient d'en bas, on voit très bien l'idée
de la représentation nationale, ça vient d'en bas, mais c'est sur ces hôpitaux de proximité qu'il faut commencer le travail. Voilà. Alain Mercuel, vous faites maintenant confiance aux radiologues pour relever les défauts, à l'exception de Jean-François Médère, qui est votre ami, mais aux autres, à tout le monde. En 2 mots de conclusion. Bien sûr, on a besoin des radiologues et le diagnostic aussi en psychiatrie a besoin de la radiologie. 2 mots, celui du discours du président, effectivement coordination. Je prends juste une anecdote un peu triviale. Une radiodermite induite par la fréquentation des urgences où tous les soirs une personne avait sa radio du thorax. Voilà. Bon. Il faut qu'on arrive à se coordonner de façon interétablissement. Et le 2e mot, c'est aller vers. Je pense que si la radiologie veut s'occuper des gens à la rue, il faut qu'elle descende dans la rue. Et donc, pourquoi pas des bus itinérants, d'écho, de radio, etc. Enfin, développer des choses, y compris avec des traducteurs. Enfin bon, voilà Voilà une proposition intéressante mise sur la table, Monsieur le Président. Un mot de conclusion ? Si tu veux. C'est une belle séance, je trouvais que c'était extrêmement important, et extrêmement utile et très intéressant. J'ai entendu des choses positives, telles que l'attractivité, on a parlé des jeunes, il y a beaucoup d'internes qui nous rejoignent. J'ai entendu des choses positives, telles que l'innovation, telles que la mobilisation de l'ensemble de la profession, en particulier autour du projet dont tu parlais, Jean-Philippe, ça c'est extrêmement positif. J'ai entendu des choses, comme vous, extrêmement négatives. Les chiffres font mal, hein, les chiffres, vos chiffres, les chiffres d'Alain, ça fait très très mal. J'ai entendu des choses un petit peu... La problématique du maillage, ça signifie que c'est encore un vrai problème. La proximité, ça reste encore une définition à bâtir. Moi, je crois que c'est autant de sujets qui, pour moi, de mon point de vue, nécessitent que l'on se rencontre régulièrement, si vous en êtes d'accord. On n'attendra pas les JFR l'année prochaine, mais je pense qu'aux JFR l'année prochaine, ce serait bien que l'on se revoie aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. Voilà. Alors, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui nous suivent sur #JFR 2018 et à ceux qui nous ont regardés sur le Facebook Live. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon congrès. Merci, ça ne fait que commencer. Ça sera passionnant. Merci à tous.